Cependant, le moment de quitter le Bellérophon était arrivé. L'empereur était enfermé depuis longtemps avec la grande maréchale. Nous étions dans la pièce qui précédait. La porte s'ouvre. Le duc de Rovigo, fondant une larme, sanglotant, se précipite aux pieds de l'empereur. Il lui baisait les mains. L'empereur, calme, impassible, l'embrassa et s'y mit en route pour gagner le canot. Chemin faisant, il saluait gracieusement de la tête ceux qui étaient sur son passage. Tous ceux de notre que nous laissions en arrière étaient en pleurs. Je ne peux m'empêcher de dire à Lord Keith, avec qui je causais en ce moment, vous observez, milord, qu'ici ceux qui pleurons sont ceux qui restons. Nous gagnâmes le Northumberland. Il était 1 ou 2 heures. L'empereur resta sous le pont et causa volontiers et familièrement avec les Anglais qui s'en approcheront. Lord Lothair et Monsieur Littleton eurent avec lui une conversation longue et suivie sur la politique et la haute administration. Je n'en ai rien entendu. L'empereur semblait avoir désiré que nous le cessions à lui-même. J'employais ce temps à écrire un dernier adieu à ma femme et à mes amis. J'étais très fatiguée et fort malade. Au moment d'apparaître un cutter qui rôdait autour du vaisseau pour en éloigner les curieux, coula très près de nous. Un bateau rempli de spectateurs. La fatalité les avait amenés de fort loin pour être victimes d'une femme, m'a-t-on dit-il, ou péri. Enfin, nous mettons sous voile pour Sainte-Hélène, 13 jours après notre arrivée à Plymouth et 40 après notre départ de Paris. Ceux des nôtres que l'empereur n'avait pu amener sont les derniers à quitter le vaisseau. Important des témoignages de satisfaction et de regret se feront encore bien de pleurs et une dernière scène forte touchante. L'empereur s'est retiré vers 7 heures dans la chambre qui lui avait été destinée. Les ministres anglais avaient fort blâmé le respect qu'on avait témoigné à l'empereur à bord du Bellérophon. Ils avaient donné des ordres en conséquence. Aussi affectait-on à bord du Northumberland des expressions et des manières toutes différentes. On s'empressait ridiculement, surtout, de se recouvrir devant lui. Il avait été sévèrement enjoint de ne lui donner d'autres qualifications que celle de général et de ne le traiter que l'avenant. Tel fut l'ingénieux billet, l'heureuse conception qu'enfanta la diplomatie des ministres d'Angleterre. Tel fut le titre qu'ils imagineront de donner à celui qu'ils avaient reconnu comme premier consul, qui avaient si souvent qualifié de chef du gouvernement français, avec lequel ils auront traité comme empereur à Paris, lors de Lord Lauderdale, et peut-être même signé des articles à Châtillon. Aussi, dans un moment d'humeur, échappa-t-il à l'empereur de dire, en expression forte et énergique, qu'ils m'appelleront comme ils voudront.
Ils n'empêcheront pas d'être à moi. Il était en effet bizarre et surtout ridicule de voir le ministre anglais mettre une haute importance à ne donner que titre de général à celui qui avait gouverneur de l'Europe. Il avait fait 7 à 8 rois, dont plusieurs étonnaient que ce titre de sa création, qui avait été plus de 10 ans empereur des Français, avait été roi et sacré en cette qualité par le chef suprême de l'Église, qui comptait 2 ou 3 élections du peuple français à la souveraineté, qui avait été reconnu empereur par tout le continent de l'Europe, avait traité comme tel avec tous les souverains et conclu avec eux toutes des alliances de sang et d'intérêt. Il réunissait donc sur sa personne la totalité des titres religieux, civils et politiques existants parmi les hommes, et qui, par une singularité bizarre, mais vraie, aucun des princes régnant en Europe ne peut montrer accumuler de la sorte sur le premier, la chef, le fondateur de sa dynastie. Toutefois, l'empereur, qui avait eu l'intention de prendre un nom de incognito en débarquant en Angleterre, celui de colonel du Roquemurant, ne songeait plus dès qu'on s'obstina à lui disputer ses vrais titres. Mardi 8, mercredi 9. Le vaisseau était dans la plus grande confusion. Il était encombré d'armes et d'objets. Nous étions partis dans une si grande hâte que presque rien à bord n'était à sa place et que sous voile on travaillait sans relâche à l'armement du vaisseau. Voici la description minutieuse de la partie du vaisseau que nous avons occupée. L'espace en arrière du mat tardivement renfermé de pièces en commun et du chambre particulière. La première était la salle à manger, environ 10 pieds de large, ayant de long toute la largeur du vaisseau, éclairée par un sabre aux 2 extrémités et par un vitrage supérieur. Le salon était composé de tout le reste, diminué de 2 chambres, symétriques à droite et à gauche, chacune ayant une entrée sur la salle à manger, une autre sur le salon. L'empereur occupait celle de gauche, où on avait dressé son lit de campagne. L'admiral avait celle de droite. Il avait été strictement recommandé surtout que le salon demeurât en commune, qu'il ne fût pas abandonné à l'empereur en propre. Les ministres ayant usé la sollicitude jusqu'à s'alarmer d'une si triviale déférence. La table à manger suivait la forme de la salle. L'empereur s'y trouvait adossé au salon et regardant dans le sens du vaisseau. À sa gauche était Madame Bertrand, à sa droite l'admiral, à la droite de celui-ci Madame de Montalon. La table tournait alors. Sur le petit côté était le commandant de vaisseau, Captain Ross. En face de lui, sur le côté correspondant, était M. de Montalon, à côté de Madame Bertrand. Puis le secrétaire du vaisseau. Restait le côté opposé à l'empereur qui, à partir du commandement du bâtiment, était rempli par les grands maréchal et général colonel du 53, moi et le baron Gourgaud. L'admiral priait tous les jours 1 ou 2 officiers qui s'intercalaient au milieu de nous. J'étais presque en face de l'empereur. La musique du 53
recruté depuis peu, s'exerçait durant tout le dîner à nos dépenses. Nous avions du service, mais sans manquer de provisions. D'ailleurs, nos goûts étaient si différents de celui de nos hôtes. Ils faisaient, il est vrai, ce qu'ils pouvaient, mais encore ne devions-nous pas être difficiles. Je veux loger avec mon fils à Tribord, par le travers du grand mât, dans une petite chambre tracée aux toiles et renfermant un canon. Nous faisions voile autant que le vent nous le permettait pour sortir de la Manche, longions le côte d'Angleterre où l'on envoyait à chaque porte chercher des provisions et compléter les besoins du vaisseau. Il nous vint beaucoup d'objets de Plymouth, d'où plusieurs bâtiments nous rejoigneront. Il en fut de même de Falmouth. Je déteste le Caron. Nous fûmes tout à fait hors de la Manche et nous perdîmes la terre de vue. Alors commencerons à s'accomplir nos nouvelles destinées. Ce moment vint remuer encore une fois le fond de mon cœur. Certains objets y retrouveront tout leur empire. Je mettais une satisfaction amère à me déchirer de mes propres mains, ou vous que j'aimais, que m'attachiez à la vie, mes vrais amis, mes plus chères affections. Je me suis montré digne de vous, soyez là de moi, ne m'oubliez jamais. Cependant nous faisions route, et bientôt nous allions être hors de l'Europe. Ainsi, au mois de 6 semaines, l'empereur avait abdiqué son trône. Il s'était remis entre les mains des Anglais. Il se trouvait jeté sur un roc au milieu du vaste océan. Certes, c'est une échelle peu commune pour mesurer les chances de la fortune et les forces de l'âme. Toutefois, l'histoire jugera avec plus d'avantage que nous ces trois grandes circonstances. Elle aura à prononcer sur un horizon entièrement dégagé. Nous n'aurons été qu'étant les nuages. À peine Napoléon avait-il indiqué que, voyons se dérouler le malheur de la patrie, on lui a fait une faute de ce grand sacrifice. Dès qu'on l'a su prisonnier à Plymouth, on l'a blâmé de sa noble magnanimité. Il n'est pas jusqu'à se mettre en route pour Sainte-Hélène, dont on ait osé lui faire reproche, tel est le vulgaire. Ne prononçons jamais que sur ce qui voit à l'instant même, mais à côté des mots qu'une résolution n'a pu prévenir. Il faudrait savoir mettre ton ce que la résolution contraire aurait amené. Napoléon, en abdiquant, a réuni tous les amis de la patrie vers un seul et même point, sans salut. Il a laissé la France, ne réclamant plus devant toutes les nations que les droits sacrés et l'indépendance des peuples. Il a ôté tout prétexte aux alliés de ravager et posséder notre territoire. Il a détruit toute idée de son ambition personnelle. Il est sorti le héros d'une cause dont il demeure le Messier. Si l'on n'a pas retiré de son génie et de ses forces ce qu'on pouvait en attendre comme c'était la faute, on est seul à l'ineptie de la trahison du gouvernement transitoire que lui a succédé, rendu à Rochefort, et le capitaine de frégate, refusant de sortir,
devait perdre les fruits de son abdication, devait dire rentrer dans l'intérieur, se mettre à la tête des simples bandes. Quand il avait renoncé désormais, nourrir en désespéré une guerre civile sans résultat, qui ne pouvait survivre que perdre les derniers soutiens, les futures espérances de la patrie. Dans cet état des choses, il prit la résolution la plus magnanime. Elle est digne de sa vie. Elle répond à 20 ans de calomnie ridiculement accumulées sur son caractère. Mais que dira l'histoire de ces ministres d'une nation libérale, gardiens et dépositaires des droits du peuple, toujours ardents à recueillir des carriolants, n'ayant que des chaînes pour une camille. Quant au reproche de s'être laissé de porte à Sainte-Hélène, il serait honteux d'y répondre, se défendre corps à corps dans une chambre de vaseaux. Tuer quelqu'un de sa propre main, essayer de mettre le feu à poudre, et tout en plus on filibustier les dignités dont la malheur, la soumission à la nécessité ont aussi leur gloire. C'est celle des grands hommes que l'infortune accable. Quand les ministres anglais se trouveront maîtres de la personne de Napoléon, la passion les gouverna beaucoup plus que la justice et la politique. Ils négligeront les triomphes de leur gloire, mais connaront les droits de l'hospitalité, oublieront leur honneur, compromettront celui de leur pays. Ils arrêteront de reléguer leur hôte au milieu de l'océan, de les retenir captifs sur un rocher à 2000 lieues de l'Europe, loin de la vue et de la communication des hommes. On eût dit qu'ils eussent voulu confier aux angoisses de l'exil, aux fatigues du voyage, aux privations de toute espèce, à l'influence mortelle d'un ciel brûlant, aux destructions dont ils n'osaient pas se charger eux-mêmes. Toutefois, peut s'associer en quelque sorte les vœux de la nation et la nécessité des circonstances. La papier public, à leur instigation, aiguillonneront les passions de la multitude en remuant la fange des calomnies et des mensonges passés, tandis que de leur côté, les ministres déclarant que leur détermination n'était qu'un engagement pris avec les alliés. Oh, nous nous présentâmes au moment même de l'effervescence, au moment où l'on réveillait ainsi tout ce que pouvons rendre odieux. Les feuilles étaient en pleine de déclamations les plus virulentes. On y reproduisait avec fiel tous les actes, les expressions mêmes qui, durant cette lutte de 20 ans, pouvaient blesser l'orgueil national et ranimer la haine. Cependant, durant les séjours que nous fîmes à Plymouth, le mouvement de toute Angleterre qui se précipitait vers le sud pour nous apercevoir l'attitude et les sentiments à ceux qui y parviendront, pourront nous convaincre que cette irritation factice tomberait d'elle-même. Nous pûmes espérer en partant
que le peuple anglais se désintéressant chaque jour davantage dans une cause qui cesse d'être sienne, l'opinion finirait par se tourner avec le temps contre les ministres et que nous les préparions dans l'avenir de redoutables attaques est une grande responsabilité et que répondrions aux membres du pays britannique qui se lèveront dans les circonstances présentes diraient: nous venions d'être comblés d'un succès sans exemple. La fortune nous a livrés à discrétion notre implacable et constant ennemi. Nous nous sommes vus tout à coup dans les mains les destinées du souverain et du peuple français. Nous avons pu disposer de l'avenir, ou enchaîner du moins peu longtemps les chances défavorables. Nos ministres ont sans doute profité des temps davantage. Ils auront assuré nos intérêts, notre bonheur, notre gloire. Ils nous auront garanti une paix durable, les premières de nos vœux comme les premières de nos besoins. Ils auront éteint en Europe cette agitation turbulente, ce sentiment de guerre qui tient toutes les nations en armes. Ils auront consacré cet heureux équilibre politique et prévient les révolutions et réduit les guerres à peu de choses. Ils auront affirmé, propagé nos principes nationaux. Ils nous auront ménagé la bienveillance et l'affection des peuples européens pour prix de nos efforts en leur faveur. Ils auront fait ressortir l'excellence et la supériorité de nos institutions et de nos lois. Mais là, à toutes ces questions, je ne tente que non, 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 bien au contraire, me dit-on. L'Europe ne fut jamais plus enflammée, sa situation n'est tout au plus qu'une trêve en armes. Chaque puissance accroît le nombre de ses soldats. L'équilibre politique est tout à fait détruit et rompu. Nous avons anéanti chez nos voisins nos principes qui sont la base sacrée de notre doctrine politique. Une jalousie universelle anime tous les continents contre nous et nos lois civiles ont reçu un outrage qui tend à laisser une tache indélébile sur le pays.